Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous avec la presse internationale. Cette semaine, El Maestro, Monsieur Alberto Toscano, bonjour. Buongiorno. Il est avec nous, Mustapha Tossa, bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. Solveig Graham Jensen, le sourire de cette émission, bonjour. Bonjour Christophe. Et une petite nouvelle dans cette émission, Hamdam Mustafavi, bonjour, de Courrier International. Si vous êtes d'accord, toute l'équipe, nous allons commencer par un petit coup de jeune, un vent de fraîcheur, un Mistral qui souffle sous la canebière, effectivement. Il y a du nouveau en politique, écoutez. Je suis candidat aux élections municipales de 2014. Cette décision, je l'ai prise en commun avec mes amis politiques en considérant les enjeux de l'avenir de cette ville. Jean-Claude Gaudin, 74 ans, 19 ans de règne à la tête de Marseille et qui brique un 4e mandat. Mustapha, ça c'est du coup de jeune. Oui, et on se pose la question pourquoi ça ne surprend personne, pour la simple raison qu'à droite, Jean-Claude Gaudin s'imposait comme presque le candidat naturel. Peut-être que sa gestion a fait en sorte d'écraser tous les concurrents. On n'arrive même pas à se rappeler de personnalités à droite qui auraient pu lui faire de l'ombre. Donc pendant que les socialistes se livraient à leur primaire, lui il était tranquillement assis sur son fauteuil à attendre le résultat de ces primaires, à tirer un petit peu les bénéfices, les marrons du feu. Et là, il s'impose comme candidat. Maintenant, est-ce que c'est bien pour Marseille? C'est bien pour la politique à Marseille? C'est bien pour l'avenir et le projet de Marseille? Ça, c'est une autre question. Mais ça donne un coup de blues de voir un Pépé s'accrocher un petit peu à son fauteuil. J'ai l'impression qu'il imite un petit peu son voisin algérien, Bouteflika. Donc, on est dans la Méditerranée, hein. Ça reste dans la Méditerranée. Alberto aurait pu être candidat à Marseille et Gaudin en Algérie, quand même, il y aurait eu un certain changement. Non, au-delà de la boutade, j'ai l'impression que vraiment, ça la dit long d'une certaine politique française qui, à niveau local, a vraiment du mal à se renouveler. Ce pays a besoin de renouvellement. Et d'ailleurs aussi, au niveau de l'opposition, M. Menucci est un peu le fils d'une certaine vie politique marseillaise. Il y a eu d'autres situations dans d'autres villes françaises où on voit des gens de 30 ans se battre pour la mairie. Et Marseille est une espèce d'île de conservation, de traditionnalisme, et j'ai peur que ça ne soit pas un bel exemple pour la politique française. Alors justement, l'œil d'ailleurs est intéressant, Solveig, 19 ans à la tête de Marseille, on le voit quasiment chaque semaine. Une ville qui souffre, une ville avec un chômage grandissant, une criminalité également importante. Il y a quand même un parallèle à faire, 19 ans de règne, quelqu'un de 74 ans, et une ville qui ne cesse de se paupériser. Non, mais c'est clair, c'est pas comme ça, avec ces deux candidats-là, que la ville de Marseille peut du tout changer. Je pense qu'on peut même presque comme ça constater que les Marseillais, s'ils ne s'intéressent pas à la vie politique ou les Français en général, c'est clair parce qu'il y a toujours les mêmes candidats qui n'auront pas d'autres propositions. Donc c'est clair qu'on peut dire le ras-le-bol, pas seulement fiscal, mais aussi politique des Français, ça va continuer. Ils ne font rien pour changer. Il ne faut rien pour changer, Hamdam? Les Français ont les hommes politiques qu'ils méritent, c'est à peu près ça? Oui, c'est souvent ce qu'on entend. Je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais c'est vrai que ce qui est frappant avec Marseille, c'est aussi l'image que donne cette ville à l'étranger. Il y a très récemment, le New York Times a parlé de ville la plus belle de France, tout en mettant en avant aussi les guerres de gangs, tout ce qu'on connaît de Marseille. Elle a vraiment cette image de tension entre deux extrêmes, à la fois une ville très belle et une ville en même temps marquée par le crime. Et bon, ce crime et cette façon de faire, on sait que forcément, la politique a quelque chose à faire là-dedans. C'est ça, Marseille, depuis la nuit des temps, c'est la ville qui fascine, la ville dangereuse, la ville difficile et à la fois où il fait bon vivre. La ville, comme ma collègue a cité le New York Times, on peut dire que la ville la plus socialement proche des Américains, du modèle américain, entre guillemets, avec ses ethnies, avec cette envie de vivre. Mais moi, je reviens à la... Aussi envie de mourir. Oui, envie de mourir. Et moi, je reviens aussi à la chose politique marseillaise pour dire aussi qu'il y a aussi une part de responsabilité dans la manière aussi de faire la politique en France. Il faut absolument passer par les partis, ce sont les appareils qui décident, et c'est très lourd. Oui, parce que j'allais vous demander, et pourquoi pas de petits nouveaux? Oui. Parce que justement, c'est très lourd pour les petits nouveaux de s'imposer, sinon pas derrière eux, un appareil très fort qui les protège, qui les aide et tout ça. Et à Marseille comme ailleurs, vous trouvez que c'est un mal bien français, ça? Si, la politique française a du mal à se renouveler.
Et on voit très bien, la prochaine fois, le candidat présidentiel pour la droite sera Nicolas Sarkozy. C'est une opinion personnelle. Hein. Beaucoup la partagent. Et encore, c'est des personnes sur les 50-60 ans. Il y a ceux qui sont beaucoup plus âgés. Donc, la vie politique française est aussi à cause du cumul de mandats. Le président actuel a dit qu'il va empêcher le cumul de mandats. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'il a fait sur ce terrain ? Même sa majorité l'a Il y a retoqué. une tentative à Marseille pour avoir un autre visage. Je veux dire, la concurrente de Patrick Menouchi, Samia Ghali, c'est quand même c'est déjà une femme d'origine étrangère, entre guillemets. C'était déjà un renouvellement, mais elle n'a pas réussi à passer outre la barrière de la primaire socialiste, outre le système des partis. L'appareil, comme dirait Moussa. L'appareil, voilà. Parce qu'en France, on n'aurait jamais imaginé un type comme Barack Obama arriver aux plus hautes fonctions de l'État. Ouais. En France, on est obligé, par exemple, de décréter la diversité au lieu qu'elle soit naturellement portée par les Et mouvements partout, de dans les société. entreprises, dans la Voilà. société, oui. Voilà. Et c'est ça, c'est le système français qui est un peu bloqué par sa manière de fonctionner. Peut-être qu'il est temps aussi, peut-être certains doivent réfléchir à ça, comment refaire de la politique pour intéresser justement les gens à la chose politique et à la chose publique en général. Alors mes amis, on va parler d'un autre système français, une autre méthode française. Quand ça ne va pas, eh bien, on réforme. On change tout et cette semaine, bien sûr, la grande réforme fiscale. Pourquoi faire ? Comment ? Combien de temps ? On ne sait pas. En attendant, on écoute. Je crains que les propositions du Premier ministre soient des propos de circonstance. Il faut calmer une partie de sa majorité. La réforme fiscale aurait dû être mise en œuvre dès le début du quinquennat. On n'en serait pas contraint à ces bidouillages et à ces bricolages qui prouvent à la fois une incohérence et une improvisation qui sont tout à fait dommageables. Mais c'est quoi le plan ? Ça veut dire que non content d'avoir augmenté de plus de 50 milliards d'euros les impôts des Français et des entreprises depuis 18 mois, on va maintenant tripatouiller dans tous les sens les impôts qui existent déjà. Donc non seulement on étrangle les Français, mais en plus on va créer une nouvelle forme d'instabilité fiscale. Alors regarde ailleurs, cher Alberto. On sort non pas un lapin du chapeau, mais une réforme. Je pense que là, François Hollande a eu, je ne dis pas un coup de génie, mais Le nez creux. un coup d'habilité politique. Il a déplacé l'attention nationale de sujets beaucoup plus inquiétants pour lui, l'ordre public, le chômage, etc., au discours fiscal. Or, le discours fiscal, évidemment, est un discours sensible. Les Français ne sont pas contents. Mais quand même, le sujet fiscalité peut récompacter la gauche. Parce que on fait payer les riches, tout ce discours-là. Et c'est effectivement un chantier ouvert. Et comme voilà, j'allais dire, comme il n'y a pas d'application, on a au moins 3-4 ans pour pouvoir le faire. Il a déplacé l'attention nationale vers un chantier ouvert sur lequel il peut recompacter sa majorité. Et donc, c'est un mouvement politique, une initiative politique absolument rusée sur le terrain politicien. Mais alors concrètement... Dans la rue, c'est voilà. pareil, parce que quand même les gens sont en colère. Et ça ne fait pas payer que les riches, hein, parce que c'est quand même les classes moyennes qui sont les premières à subir notamment les taxes sur l'épargne des Français, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un article dans le Daily Telegraph, le quotidien britannique, qui mettait en avant qu'il y avait beaucoup de réformes qui avaient été initiées, introduites par la droite, sans faire de tollé nulle part, ni dans la classe politique, comme l'écotaxe ou justement la taxation sur l'épargne. Évidemment, quand c'est la gauche qui le fait, c'est beaucoup moins bien perçu en France et aussi à l'étranger. Moustapha Esselweg. Moi, je crois que les premières années de François Hollande ont subi ce qu'on appelle une malédiction du matraquage fiscal. Tout le monde a dit, la gauche est arrivée au pouvoir, malgré ses promesses, elle a matraqué les classes moyennes et les pauvres d'impôts et de fisc. Et le fait de sortir cette réforme fiscale, l'objectif, c'est de donner un peu de la cohérence à tout cela. Maintenant, tout l'enjeu est de parvenir à une justice fiscale pour un petit peu calmer ces critiques. Maintenant, on voit un peu comment la droite, et notamment Jean-François Copé, tombe à bras raccourcis sur ça, parce qu'ils savent très bien que si François Hollande réussit cette réforme fiscale, réussit à donner de la cohérence, à convaincre que sa gouvernance n'est pas basée uniquement sur le matraquage fiscal, mais sur une distribution équitable de l'impôt, là, il pourrait changer la donne et pourrait un petit peu battre la droite sur son terrain. S'il échoue, c'est autre chose. Alors, on va justement écouter François Hollande et après, je vous poserai, Solveig, une autre question. La réforme fiscale, c'est aussi une réforme structurelle, une réforme de compétitivité et qui prendra le temps qui est nécessaire, c'est-à-dire le temps du quinquennat, mais qu'il est très important de préparer dès aujourd'hui.
Voilà, le temps nécessaire, le temps du quinquennat. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire qu'on ne fera rien? Bon, ça peut l'être. Ou bien, comme il a déjà dit, c'est déjà en cours. Donc ça donne, pour moi, c'était vraiment un petit problème, encore un couac quelque part de la part du gouvernement, même si on sait qu'en fait, presque 8% ou presque 8 sur 10 Français veulent cette réforme. Donc il y a de quoi faire, il y a en fait une manière justement d'obtenir du soutien. Mais moi, j'ai peur qu'il va à nouveau laisser passer le temps et ne pas justement donner un sens à tous les petits coups qu'il va faire au niveau de la fiscalité. Parce que quand Noël Mamère, tout à l'heure, nous dit, cher Alberto, ça aurait dû être fait dès le début, là, vraiment, c'est une façon de sauver le Premier ministre. 3 ans et demi pour faire une réforme, et pendant ce temps-là? Non, il a dit que ça va prendre du temps pendant le quinquennat, mais il va pas... Le temps du quinquennat. Que ça va être réalisé le dernier jour du quinquennat. Non, je pense que là, il s'agit de déplacer l'attention de l'opinion publique vers un sujet particulier et un sujet sur lequel l'Élysée et le gouvernement se sentent plus à l'aise que par rapport à d'autres sujets beaucoup plus sensibles et qui peuvent avoir des conséquences négatives pour le niveau de popularité déjà assez bas du gouvernement et du président de la République. La réforme fiscale est nécessaire, mais dans ce pays, personne ne parle de l'autre sujet, du revers de la médaille, la limitation des dépenses publiques. La France est un pays qui a des dépenses publiques gigantesques, énormes. Par rapport au produit intérieur brut, elles sont sensiblement supérieures à celles de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. Je ne sais pas du Danemark, mais je crois aussi. Et donc, la France doit aussi faire des économies sur les dépenses publiques. Et on ne parle pas de ce volet parce que ce volet est extrêmement sensible pour le secteur public qui est la base électorale de l'actuel gouvernement. Et donc c'est un souhait, la réforme fiscale des Français, bien évidemment. Ça a permis aussi au gouvernement de ramener un peu en son sein ou de calmer les syndicats, mais concrètement pour les Français? Mais aussi, il faut aussi se poser la question, François Hollande était sous la pression de changer de Premier ministre, d'apporter une réponse politique à toutes les crises. Il sort la réforme fiscale. Est-ce que cette réforme fiscale, avec tout son ambitieux programme, à savoir, vu par la gauche, à savoir de parvenir à une justice fiscale pour tous les Français, est-ce que ça va calmer la pression de la rue? Est-ce que ça va lui faire l'économie de changer de Premier ministre? Est-ce que ça va apporter comment ça va se traduire sur les enjeux électoraux des Européennes En tout cas, on le voit en cette fin de semaine, ça ne calme pas les plans de licenciement non plus. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Maintenant, on sait que tout le monde se focalise sur François Hollande et le pousse à changer de Premier ministre. Lui, il ne veut pas le faire sous la pression. Et donc, la pression est toujours là et la critique sont toujours là. Alors, on parlera de la pression, on parlera de la critique. Tiens, on parlera aussi de quelque chose qui, bien avec cette réforme fiscale, a quasi disparu, mort-né presque, l'écotaxe. À tout de suite.